Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Masterclass SCI International PACA. Nous allons aborder le thème des contrats à l'international et plus précisément dans cet épisode numéro 3, la manière dont on peut gérer les conflits à l'étranger. Je suis avec Patricia Daou. Bonjour Patricia. Bonjour Régis. Je rappelle que Patricia est donc conseillère en développement international pour SCI International PACA et vous avez une expertise en matière juridique, réglementaire et logistique. Alors, s'agissant de la gestion des conflits à l'étranger, il y a un adage qu'il faut rappeler, et sur lequel vous allez peut-être revenir après, qui veut qu'un bon arrangement vaut toujours mieux qu'un mauvais procès. Enfin, expliquez-nous. Voilà, donc effectivement, lorsqu'on en est au stade de la gestion des conflits, c'est que je crois que quelque part, il y a eu des ratés. Ces ratés, c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé. C'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment géré tout ce qui peut avoir trait à un contrat. Et je voudrais revenir sur un point fondamental. Lorsque on doit négocier un contrat, lorsqu'on doit rédiger un contrat, lorsqu'on doit réaliser le contrat, c'est de vérifier avec qui nous travaillons. Je vais vous donner un exemple d'un cas qui s'est passé d'une entreprise française qui a l'habitude de faire des montages, enfin, qui met des escaliers, des monte-escaliers pour handicapés en France, qui les installe, une entreprise franco-française qui ne fait que sur la France, et qui reçoit une commande importante de 50 appareils à livrer, alors en Algérie, mais ça pourrait être sur n'importe quel pays, puisque le raisonnement sera identique. Et se pose la question, je vais faire un devis. Contente de pouvoir vendre 50 monte-escaliers, l'entreprise a prévu d'acheter aux fournisseurs ces monte-escaliers et ensuite de les livrer en Algérie, mais sans se préoccuper des contraintes de normes applicables localement, de savoir s'il faut faire du montage, est-ce que ces salariés sont susceptibles de pouvoir entrer sur le territoire et de faire cette fameuse installation. Donc se pose la question en amont, lorsque je prépare mon contrat, est-ce que j'ai bien validé la notoriété de mon client? Parce que là, en l'occurrence, c'était de savoir avec qui je traite. Quand vous dites notoriété, vous voulez dire réputation. Réputation, mais savoir qui va signer le contrat et qui va payer. Parce que si on est sur une demande d'appel d'offres public, celui qui signe le contrat n'est pas celui qui va payer. Et au milieu, il va falloir des autorisations, des recettes, ce qu'on appelle des recettes, pour pouvoir réceptionner le matériel, pour pouvoir vérifier que la marchandise a bien été installée, etc., etc. Donc si on ne fait pas cette recherche préalable de savoir avec qui on contracte, eh bien on peut se trouver devant cette difficulté de cette entreprise qui a signé un contrat avec un groupe hôtelier qui en fait n'avait pas d'entité juridique propre, puisque dans un groupe il peut y avoir plusieurs sociétés. Donc la notoriété. Un défaut de préparation et quelles conséquences pour l'entreprise? Eh bien là en l'occurrence c'est qu'elle ne sait pas qui va la payer. Donc elle a un contrat mais avec on ne sait pas qui, et elle n'a pas, donc elle a envoyé son devis. Et je répète, lorsqu'un contrat est signé par l'autre partie, il doit s'exécuter en l'état. Donc le contrat, la notion de réputation et l'enjeu de paiement sont des notions qui sont très solidaires. Oui, bien évidemment, on est dans un contrat, donc l'analyse serait où sont mes risques, je reviens à nouveau, quels sont les enjeux de l'affaire, où sont les risques, et surtout quelles sont les causes de non-paiement. D'accord. Et au-delà des causes de non-paiement, c'est surtout aussi les causes de là où il peut y avoir un conflit. La marchandise va être abîmée, elle n'arrive pas dans les temps, la personne, donc je disais tout à l'heure sur la notoriété, ou au moins sur savoir avec qui on doit contracter, que c'est peut-être qu'un salarié qui a signé le contrat ou c'est un faux contrat. Donc c'est de savoir, c'est vraiment de recenser ou d'identifier les causes, mais tout ça c'est au moment de la préparation du contrat. J'insiste vraiment sur cette partie-là, parce que c'est là qu'on va éviter d'en arriver au contentieux. Alors quels conseils vous pouvez donner pour bien préparer ce contrat, et notamment pour bien spécifier son objet? Alors je reviens sur les causes des risques de conflit, c'est déjà de savoir ce qu'on vend. Donc je reviens à un élément principal qui est l'objet du contrat, les marchandises, les services qui peuvent être liés, les conditions de livraison avec l'incoterm compris et accepté par l'autre partie,
la garantie du vendeur, parce qu'une marchandise qui est partie et qui est abîmée, le client ne paiera pas, ou le client sera mécontent, ou mettra en jeu la garantie. Et si on est sur, on va dire, les États-Unis par exemple, où la responsabilité peut être extrêmement importante, et même sur tout ce qui n'est pas prévu au contrat, donc on va au-delà, ce qu'ils appellent les tribal damages. Donc c'est très important de déterminer non seulement la garantie du vendeur, mais de limiter la responsabilité. Alors après, les avocats sont là pour identifier là aussi, eux aussi, les risques et comment mesurer et libeller et on va dire verrouiller toutes ces clauses qui peuvent être sujettes à gros contentieux. Alors, il y a la question des juridictions étatiques notamment, mais l'ensemble des juridictions qui sont compétentes. Alors oui, sauf qu'en droit français, ou du moins lorsqu'on est en France, il est facile de pouvoir identifier le tribunal compétent. Si vous êtes aux États-Unis et que votre litige se porte devant un tribunal fédéral, on est dans une matière internationale, donc on est censé avoir affaire à des juges qui maîtrisent le droit international. Oui. Alors que si vous êtes jugé sans avoir fait attention par le droit du Texas et on va dire une juridiction du district. Ça peut se compliquer. Quel est le droit du Texas? Et comme on sait qu'il y a la peine de mort, donc j'extrapole. C'est un cas vécu, ça ou... Non. Par contre, on voit bien que dans le cadre de contrat, il y a eu des procès retentissants sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui causent un dommage à autrui ou à des biens, où l'entreprise française c'est une entreprise américaine qui avait acheté des pneus au Japon auprès d'un fournisseur japonais, vendu à une personne qui a une moto. Oui. Le pneu a éclaté, le motard s'est tué, et se posait la question de la juridiction applicable, du droit applicable, et on a fait, l'avocat en question a fait jouer la responsabilité du fait des produits défectueux, et au lieu de s'en prendre aux fabricants, ou du moins aux distributeurs américains, s'en est pris directement aux fabricants japonais, parce qu'il avait les deep pockets. D'accord. Alors pour éviter les litiges, plutôt pour ne pas aller jusqu'au procès, parce qu'on disait tout à l'heure, il y a des procédures, il y a de la médiation-conciliation, il y a de l'arbitrage. Quelles sont les différences fondamentales entre ces deux procédures, ces deux voies? Alors, médiation, conciliation, arbitrage, ça devrait aller dans le même sens, puisque quand on a un litige, on devrait d'abord s'entendre pour voir s'il n'y a pas une solution amiable à avoir au conflit. Et si ça ne va pas, qu'on n'arrive pas à s'entendre à l'amiable, eh bien, on va passer devant soit une cour d'arbitrage, si le contrat a prévu une clause compromissoire préalable, soit il n'y a pas de clause compromissoire. Et là, c'est les parties, ou en tout cas, c'est peut-être le défendeur ou le demandeur qui va aller en justice faire plaider sa cause. Tout ça, ça peut donner lieu à un nouveau contrat. Alors, la médiation-conciliation, si on s'entend à l'amiable, plusieurs solutions. Soit on s'entend, les parties sont suffisamment adultes et vont réaliser la nouvelle entente. Soit il y a un petit doute quand même, et l'avocat, très certainement, qui sera présent, ou le médiateur qui sera présent, fera en sorte que ce nouvel accord qui vienne transformer les premières conditions des obligations aille en justice pour reconnaître, mais c'est une procédure extrêmement simplifiée, pour reconnaître judiciairement le nouvel accord. Alors on a déjà vu à plusieurs reprises le rôle que pouvaient avoir les chambres de commerce, les réseaux consulaires en général. Il faut rappeler que le personnage central, ça reste l'avocat d'affaires, le spécialiste. Bien sûr. Et que Cécile Salpacar, par exemple, n'entre pas dans la rédaction proprement dite du contrat. Sinon, ça veut dire qu'elle se substituerait à une autre compétence. C'est absolument impossible. Qui n'est pas la sienne. Pour autant, les réseaux consulaires ont une vraie influence dans la préparation de ces éléments. Oui. Alors, dans les réseaux consulaires, j'ai parlé dans un des dispositifs différents des réseaux de des chambres de commerce en général, puisqu'on peut très bien aussi solliciter la chambre de commerce de la Turquie ou autre qui nous aide à faire valoir ou faire entendre raison, à jouer le rôle de médiateur. Mais on a aussi les réseaux consulaires qui sont les missions économiques. Oui. Qui, eux, peuvent aussi intercéder sur un milieu ou peut-être diligenter un appel. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un ambassadeur qui vous appelle en disant « Oh, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut gérer ?» Voyez. Donc ça dépend le type de litige, mais si on est sur une partie publique, c'est intéressant de passer par l'ambassade. D'accord.
Donc là, plus que la chambre de commerce. D'accord. Là, la CCI peut offrir on va dire son ouverture à multiples opérateurs et jouer de son influence de réseau. Oui, on aura surtout une écoute par rapport à ce contentieux, en essayant d'éviter les contentieux, parce que l'objectif, c'est pas d'aller jusqu'au contentieux, même si l'avocat est derrière et il va jouer son rôle. Mais c'est déjà, je crois que notre rôle à nous en tant que chambre de commerce, c'est de remonter toute cette filière et de dire attention, préparez-vous, anticipez, travaillez avec les avocats plutôt que de copier à droite et à gauche des clauses qui seront complètement fausses puisque ce ne sera pas adapté au cas. Et notre influence sera quand même importante vis-à-vis du dirigeant. Alors le choix de l'avocat est donc très important. Le travail avec l'avocat d'affaires, c'est quoi exactement? Ça consiste en quoi? Alors là, je vais me déporter un peu dans le rôle d'un avocat, mais c'est pas le métier que j'ai choisi, mais ça peut être l'exercice. Oui. Donc déjà, lorsque le dirigeant se présente à l'avocat en ayant réfléchi sur son contrat ou son contentieux, il va falloir qu'il travaille sur une liste ou on va dire qu'il présente à l'avocat toutes les pièces qui vont lui servir pour gérer le litige. Ça peut être à l'amiable aussi, parce qu'il suffit qu'un courrier émane d'un avocat pour mettre les choses en ordre. Mais s'il faut aller plus loin, l'avocat saura quelles sont les procédures à mettre en œuvre et les recours possibles pour gérer ça. Alors il aide à sécuriser, il aide à anticiper. Et puis je crois que l'avocat, il a aussi un rôle dans le fait de sensibiliser le dirigeant à la nécessité de collaborer avant, mais on y pense peut-être moins, également après la vente. Bien sûr. Alors là c'est vraiment, vous prêchez une convaincue, parce que... Moi, c'est vous qui m'avez convaincu. Parce que l'avocat, c'est comme le banquier. Plus on travaille avec lui en amont, la négociation, et là je ne suis même pas dans la préparation du contrat, je suis dans la négociation, plus on le fait rentrer dans la négociation, et plus on a de chances d'éviter d'arriver à un contentieux. Parce qu'il saura comment faire jouer la pression, comment faire pour qu'on arrive à une situation, que la médiation fonctionne. Voilà. Parce qu'on ne peut pas éviter, malheureusement, le risque zéro n'existe jamais. D'accord. Donc, si je résume, faire de l'avocat d'affaires un vrai partenaire. Oui. Dans un contrat de vente, qu'il soit complexe ou pas complexe, il y a plusieurs partenaires. Déjà, c'est l'acheteur et le vendeur, c'est le premier. Mais comme il faut se faire payer, il y a le banquier. Donc il faut intercéder auprès du banquier bien en amont. Et puis comme il faut rédiger un contrat, il faut bien un avocat et personne d'autre. Et puis il faut bien livrer une marchandise. Donc on voit apparaître un nouveau réseau qui est celui du transporteur. D'accord. Très bien. Alors, Patricia, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que les personnes qui ont écouté cette séquence auront davantage d'éléments, d'éclairage et de bonnes pratiques pour faire en sorte que finalement ils arrivent à gérer l'ensemble des risques de litige liés à leur vente à l'international. Voilà, Patricia, je le souhaite. merci beaucoup. Et merci à vous. Très bientôt pour une nouvelle édition de Masterclass CCI International PACA. Au revoir. Merci.